Merci de m'avoir invité à venir vous présenter l'histoire du Perron. Moi, je suis médecin interniste et j'ai bossé pendant 30 ans sur ce site en regardant ce vieux château qui tombait en ruine et en me demandant quelle était son histoire. Et arrivé à l'âge de la retraite, j'ai eu l'occasion de retravailler cette question. Alors, pour mon ami Hervé Maisonneuve, je précise tout de même en partant que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec les esclaves, les corporations et les compagnies qui ont travaillé sur ce site pendant plus de 2000 ans. Voilà. Alors, ce, ce site, alors là, voilà une gravure de 1865 de Tony Vibert du site, où vous voyez sur la gauche le vieux perron, la chapelle et l'entrée qui est à l'opposé de l'entrée actuelle du centre hospitalier Lyon-Sud, comme on le verra tout à l'heure. C'est un site qui se situe, pour ceux qui ne connaissent pas, à une dizaine de kilomètres au sud de Lyon, à cheval sur 3 communes, Pierre-Bénite, Oulin et Saint-Genis-Laval. Formellement, ça dépend de Saint-Genis-Laval. Alors, ce site, alors, je précise que, comme je vous l'ai dit, que l'histoire du Perron, j'ai été aidé dans cette recherche par une monographie qu'avait réalisée un ancien responsable du musée d'histoire de la médecine de Lyon, qui était Gabriel Despierres. Le professeur Despierres, c'était un physiologue qui a travaillé longtemps sur le site de ce qui s'appelait à l'époque Jules Courmont, et qui a écrit une petite monographie dont je me suis servi. Et lui-même s'est beaucoup servi de différents documents des archives départementales du Rhône du 19e, soit de comptes rendus, soit de voyages. Donc c'est la source principale. Voilà. Alors, donc ça se situe une dizaine de kilomètres de Lyon, et comme vous allez le voir, l'histoire du château, elle épouse très largement la vie de Lyon, de la ville de Lyon. Puisque ça épouse l'histoire de la ville de Lyon, ça commence avec les Romains, parce qu'à Lyon, tout commence avec les Romains. Vous savez que Lyon était desservi par 4 voies principales. La voie qu'on appelait d'Aquitaine, qui partait vers Saintes et vers l'océan Atlantique. La voie de l'océan, qui partait vers Lutèce et la Manche. La voie du Rhin, qui sortait à travers la Croix-Rousse et dont il y a encore les traces et qui partait vers la Germanie. Et surtout la voie narbonnaise vers le bas, qui était la voie principale qui allait vers la riche province de Narbonnaise, au bord de la Méditerranée, et surtout vers l'Italie. Parce que la dernière voie, qui était la voie des Alpes, n'était pas très pratique pour des raisons que vous comprendrez facilement. Alors ce site, il se situait le long de la voie narbonnaise. La voie narbonnaise, elle part du forum en haut, sur la colline, et elle descendait par ce qui s'appelle maintenant le chemin de Fontanière, pour ceux qui connaissent Lyon. On passait par le chemin de Fontanière parce que au bord de la Saône, c'était trop risqué. Il y avait de grosses variations de niveau, de crues. Donc le chemin passait là-haut, allait traverser l'Iseron, qui est une petite rivière qui passe à Oulin, et ensuite passait le long du site. Donc ce site était très bien desservi, comme on le reverra. Il commence avec un riche romain qui était probablement un militaire, parce que vous savez, enfin, comme dans beaucoup d'armées, mais chez les Romains, quand vous aviez fait 30 ans de campagne et que vous en rentriez, ce qui n'était pas toujours évident, mais quand vous en rentriez, on vous donnait des terres à exploiter, soit des petites terres si vous étiez le troufion de base, soit une terre plus importante si vous étiez officier ou centurion. Donc ça, c'est un centurion qui héritait de ça, et ce centurion, il n'a qu'un mérite, il s'appelait Aulanius, c'est lui qui a donné le nom de Oulin. Ce nom a été modifié au cours du temps et c'est devenu Oulin. À partir du 8e, 9e siècle, on voit Oulin dans les textes. Alors ensuite, on n'a pas, sur le haut Moyen Âge, on n'a pas énormément de choses. Euh, la première information ultérieure que l'on a, c'est la présence d'un château fort. Leur château fort, c'était logique. C'était logique parce que au moment des grandes invasions, les armées descendaient par les voies de la Saône. Ensuite, il y a eu des invasions également par le sud au 8e siècle. Et il était important que la ville puisse être défendue. Ce n'était pas très facile. C'est pour ça que beaucoup d'aristocrates et de grands bourgeois de Lyon ont quitté la ville, sont allés s'installer dans les monts du Forêt. La ville dépendait des comtes du Forêt, mais de façon pratique, elle était gérée par les archevêques. Les archevêques qui étaient installés dans différents sites et qui ont organisé les défenses de la ville. Donc ça, c'était le château fortifié qui était là.
il était bien placé parce que, comme vous le voyez, avant l'industrie chimique qui a complètement défiguré ce site, il y avait une vue excellente sur la vallée du Rhône et surtout sur la chaîne des Alpes. Quand il fait beau, encore maintenant, on voit depuis le Mont Blanc jusqu'à la Meije, dans le massif de l'Oisans, on voit toute la chaîne des Alpes, c'est absolument magnifique. Donc on pouvait voir arriver les armées ennemies. Et voilà. En dessous du château, il y avait une petite rivière qui s'appelait la rivière de la Mouche. La rivière de la Mouche, qui a disparu maintenant parce qu'elle a été enterrée, c'était une zone de maraîchage très importante, jusqu'à la moitié du XXe siècle. Il y a beaucoup de fruits, de légumes qui étaient cultivés dans cette zone et qui faisaient la richesse de cette région. Il y avait beaucoup de cressonnières et il y en a encore qui sont restées, qui datent de cette époque, au bord de l'ancienne rivière de la Mouche. Et pour le salut de l'âme de tous les manants qui travaillaient la terre, on avait construit une chapelle d'Ivours, qui est juste un petit peu au sud du site du Perron, et qui a été retapée ces dernières années, que je vous engage à aller voir, si ce n'est pour le salut de votre âme, au moins parce que c'est une belle architecture. Ça vaut le coup d'aller voir cette petite chapelle. Alors, le temps passe, et les mariniers, à l'époque, qui descendaient le Rhône, c'était un fleuve qui était susceptible d'être dangereux, s'arrêtaient souvent là où la rivière de la Mouche se jetait dans le Rhône, qui deviendra Pierre-Bénite, parce qu'il y a une émergence granitique sur laquelle on avait branché des petits anneaux sur lesquels les mariniers venaient s'arrêter pour se renseigner auprès de collègues ou sur l'état du fleuve et les informations qu'ils pouvaient avoir. Et ça a donné le nom de Pierre-Bénite, ensuite la commune de Pierre-Bénite, qui n'est apparue qu'à la fin du 19e. Avant, tout ça, c'était la commune d'Oulin. La commune de Pierre-Bénite a pris le nom de cette pierre qui, vous voyez, est marquée d'une croix. Pendant tout le Moyen Âge, jusqu'à la fin du Moyen Âge, le site et le domaine du Perron appartenaient en fait aux chanoines de Saint-Jean. Là, vous voyez une vue de Lyon, vous voyez la cathédrale Saint-Jean, là, qui est là, et qui était entourée d'un grand rempart où pouvaient se réfugier les gens en cas de nécessité, au bord de la Saône, avec une sortie sur la Saône. Et donc, c'est des chanoines de Lyon qui possédaient ce domaine, et en particulier, l'un d'entre eux a profité du passage. Pardon. Je peux pas revenir en arrière? Ah bon. A profité, comme on l'a aperçu sur la page précédente, du passage de François Ier à Lyon, qui restait à Lyon à l'occasion de ses premières guerres d'Italie, à lui. Les guerres d'Italie ont commencé plus tôt, hein, à la fin du XVe, mais François Ier lui est arrivé en 1515, comme on l'a tous appris, avec Marignan. Mais ensuite, il s'est installé à Lyon. Plusieurs rois de France se sont installés à Lyon à cause de la guerre et pour surveiller de plus près ce qui se passait. Donc, les chanoines avaient demandé de restaurer le château fort et de refaire des tours, de refaire des machicoulis, etc. Et ils avaient obtenu cette autorisation par la lettre patente que l'on a vue précédemment. Mais en fait, ça coûtait très cher et ils n'ont pas pu le faire. Ils ont été obligés de vendre ce domaine et ils l'ont vendu une fortune. 4000 livres de l'époque, 8 kilos d'or, l'équivalent de 8 kilos d'or. Alors, qui pouvait payer une telle somme? Parce que c'était quand même une fortune. Eh bien, en fait, c'était un banquier italien qui venait de Florence, que vous reconnaissez sur cette gravure avec le Palazzo Vecchio et le vieux pont. Et en fait, à Florence, entre 1475 et 1525, il y a eu une guerre civile assez dure. C'est les Médicis qui avaient le pouvoir et qui exilaient ou qui exécutaient tous les gens qui s'opposaient à eux. Donc, il y a eu beaucoup de Florentins qui sont venus s'installer à Lyon, de grandes familles florentines. Et, pardon? Oui, c'est le Ponte Vecchio. Oui, oui, oui. C'est le Ponte Vecchio. Oui, voyons, voilà, la galerie au-dessus. Et, donc, ces Florentins, beaucoup sont venus s'installer, vous voyez, et c'est eux qui ont construit
dans ce qu'on appelle maintenant le Vieux Lyon, mais qui à l'époque était tout nouveau, tout un tas de résidences à l'aspect très italien et qui persistent encore à l'heure actuelle. C'était des gens très riches qui vivaient des foires de Lyon, parce que ce qui a fait la fortune de Lyon au début du XVIe, c'est l'autorisation qu'avait donnée le roi Charles VII, puis son fils Louis XI, d'organiser à Lyon des foires. Pour organiser une foire, il fallait avoir une autorisation royale et une autorisation de 2 foires, puis de 3 foires, qui ont très très bien marché de par la position de Lyon et qui ont supplanté progressivement la foire de Reims et la foire de Genève. Donc ça a attiré des tas d'hommes d'affaires, des tas de banquiers qui sont venus s'installer à Lyon. Alors en même temps qu'ils étaient installés à Lyon, ils venaient s'installer aussi dans des résidences périphériques et Gondi, qui était le premier Italien propriétaire du château, a fait rebâtir le château du Perron. Ça, c'est une gravure relativement ancienne, qui a une trentaine d'années, parce que malheureusement, ce bâtiment, il était vraiment en déshérence, comme vous voyez. Euh, dans un style, il a fait construire ça dans un style italien. Vous voyez quand même des pilastres sur les balcons, des fenêtres à meneaux. Donc c'était une demeure qui manifestement avait été riche. Vous voyez une grande cheminée que certains d'entre vous peut-être ont connue, qui était une grande cheminée. Et à côté, il y avait une autre résidence qui était le Petit Perron, où on voit mieux qui a été restaurée il y a une vingtaine d'années, où on voit mieux la richesse possible du site, parce il est en meilleur état. Alors le Petit Perron, il est complètement indépendant maintenant du Grand Perron, mais je vais vous montrer cette photo. Alors, ce banquier italien, il a épousé une riche lyonnaise qui s'appelait Pont Saint-Pierre et dont le père était receveur du roi. Donc cette famille occupait à Lyon une place importante. Elle recevait beaucoup de lettrés, à une époque où Lyon était la capitale de l'imprimerie, la capitale française de l'imprimerie. L'imprimerie qui avait démarré une cinquantaine d'années avant, elle a démarré à Paris, à Lyon, mais à Paris, les conseillers du roi étaient assez stricts sur ce qui s'imprimait, tandis qu'à Lyon, c'était plus facile. Donc, il y a eu beaucoup d'imprimeurs se sont installés à Lyon, et beaucoup de lettrés sont venus à Lyon à cette époque. Clément Marot est venu à Lyon, et il venait dans cette famille qui tenait un salon littéraire. En 1533, François Ier marie son fils, le dauphin, qui avait 14 ans, Henri, ensuite, avec Catherine de Médicis. Catherine de Médicis qui venait d'Italie, qui est venue d'Italie avec toute sa suite, et lui est venu de Paris avec toute sa suite, le dauphin, et ils se sont installés à Lyon pendant une période assez prolongée. Et pendant cette période, Catherine de Médicis, qui était un peu perdue, qui avait 14 ans, qui ne parlait pas français, son mari ne parlait pas italien, donc et chacun avait leur cours. Donc vous voyez, la compréhension, c'était quand même pas très facile. Elle s'est rapprochée de Madame Gondi. Madame Gondi, qui, elle, était d'origine italienne et qui a pu converser assez facilement avec elle. Et ça a permis à sa famille d'accéder aussi à des charges importantes. Mais le fait d'accéder à des charges importantes nécessitait d'aller à Paris, et au bout de 30 ans, le domaine a été vendu à un autre surintendant du roi, qui était Albis d'Elben, qui était surintendant des finances, qui a fait embellir le château. Quelques années plus tard, Henri II, celui dont on a vu le mariage, est décédé, comme vous le savez probablement, lors d'un tournoi au cours duquel il a reçu un coup de lance dans l'œil. Quand il est mort, il avait 3 fils, il avait aussi des filles, mais il avait 3 fils qui n'avaient pas encore l'âge de régner, qui n'avaient pas 14 ans. Donc Catherine de Médicis a été brièvement régente, et puis quand Charles IX a eu 14 ans, il a pu devenir roi de France, et il a décidé de faire le tour de son royaume. Et il a commencé à Lyon, et donc Catherine de Médicis l'a accompagné à Lyon, où à nouveau, il est revenu au Perron. Et il est venu avec son frère, le duc d'Anjou, qui n'avait que 14 ans, qui était un peu plus jeune que lui, qui avait que 12 ans,
qui est le futur Henri III. Et il est venu également avec un cousin, parce que souvent la cour se déplaçait avec les gens, et un cousin qui n'était autre que le prince de Navarre, qui deviendra le futur Henri IV. Donc tous ces gens, ils sont venus au Perron, et vous imaginez le caractère grandiose des réceptions qui pouvaient s'y tenir, d'officiers, de prélats, d'aristocrates qui devaient être avec eux. Et la salle du rez-de-chaussée du Perron s'est appelée depuis la salle des princes, décidément. Alors ensuite, le domaine passe à Antoine Camus de Rivry, seigneur de Rivry, à la fin du XVIe. Alors lui, le seigneur de Rivry, c'était le seigneur le plus puissant du sud de Lyon. Rivry, vous savez, c'est un petit village qui est au-dessus de Mornan, maintenant, qui est effectivement une petite agglomération, mais qui à l'époque était très important parce que c'est un village qui est au col, et il y avait un château fort, important, qui a été pris par les protestants, qui ont, qui ont massacré des tas de gens à l'époque. On en parle encore beaucoup, les massacres de Rivry, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les gens. Mais heureusement, le Perron n'a pas été affecté par ça. Et la vie au Perron a continué après la guerre de religion. Et le seigneur de Rivry, il avait un droit de justice, y compris le droit de la peine de mort. Donc il avait fait installer des fourches patibulaires, vous savez, qui étaient ces installations qu'on installait à l'extérieur des villes, et là où les gens étaient pendus, mais qu'on laissait pendus pour montrer à tous les gens qui passaient la sévérité de la justice. Voilà. Et puis, un peu plus tard, Henri IV, euh, qui avait épousé une première femme qui était Margot, la sœur des trois rois, qui n'avait pas d'enfant, s'est remarié avec Marie de Médicis, qui est une lointaine cousine de Catherine de Médicis. En 1600, il s'est marié. Et cette femme est venue à nouveau d'Italie avec sa cour, et Henri IV de Paris avec la sienne. Ils sont restés à Lyon pendant 3 mois, et à nouveau, ils sont allés au domaine du Perron. Donc, le domaine du Perron, à 3 reprises, a hébergé des rois de France. Alors, le siècle suivant, j'ai vraiment pas de chance, a été plus calme. Je voulais vous montrer une photo de Saint-Vincent-de-Paul parce que les sœurs hospitalières, qui ont eu un rôle très important quand le site est devenu un hôpital, prétendaient que Saint-Vincent-de-Paul était venu coucher au Perron. Bon, c'est un point qui est assez discuté, il y a eu tout un tas de pages là-dessus, mais c'est possible. Saint-Vincent-de-Paul, il a été curé de Châtillon-sur-Chalaronne. Et quand il était là-bas, il est tout à fait possible qu'il ait pu venir jusqu'au Perron, parce que, par ailleurs, il avait été à Paris gouverneur des enfants Gondy. Il s'était occupé des enfants Gondy. Donc, il est tout à fait possible qu'il ait pu venir au Perron. Alors, à la fin du XVIIe, le domaine a été vendu à Lambert de Pont-Saint-Pierre, qui était une riche famille lyonnaise, également d'origine italienne. Et là, on voit que vraiment Lyon était vraiment très, très attractif. Un petit détail. Certains d'entre vous connaissent l'homme de la Roche, dit le bon allemand, le long du quai Pircise, au niveau de la passerelle. Eh bien, cet homme, c'est un banquier allemand qui s'était installé à Zurich puis à Genève et qui ensuite est venu à Lyon, faire des affaires à Lyon, et qui est devenu même échevin de Lyon. Donc Lyon, c'était vraiment à cette époque the place to be. C'était là où on faisait des affaires. Et ça montre que finalement, les gens voyageaient plus qu'on ne le dit couramment, et peut-être que Lyonnais était plus accueillant qu'on ne le dit couramment. Alors, Pont-Saint-Pierre, il a rénové le château. Il ne reste de lui pratiquement que ses armes qu'il avait mis au-dessus d'une grille. Mais pendant 100 ans, c'est lui qui s'occupe du château. Décidément, j'ai pas de chance. Et le château va être ensuite acquis par les chanoines de la Charité. La Charité, c'est une instance au XVIe, alors que la ville était très florissante. Il y a eu plusieurs sécheresses très très dures et des émeutes à Lyon. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Lyon, c'est ce qu'on a appelé la Grande Rebenne. La Grande Rebenne, c'est les émeutes qui ont eu lieu à peu près en 1530 et qui avaient conduit un assez grand nombre de pendus. On pendait les gens qui n'étaient pas contents.
et qui avait le ventre un peu trop creux. Mais enfin, à ce moment-là, les autorités se sont dit qu'il fallait tout de même peut-être créer alors ça, je ne veux pas insister trop parce que j'ai compris que vous allez le revoir dans le cadre du programme de cette année, mais ils ont créé l'aumône générale de Lyon et des enfants trouvés, dont l'objectif était d'une part d'accueillir les enfants trouvés, il y en avait énormément, et d'autre part de nourrir les gens les plus pauvres. Alors au début, quand ça a été créé en 1533, 100 ans avant. Mais au début, c'était dispersé dans différents sites de la ville, et ce n'est que 100 ans plus tard qu'a été construite la Charité. Je n'insiste pas, puisqu'on va vous en reparler, qui était un grand hôpital qui a été détruit en 1932, au moment où s'est mis en place l'hôpital Édouard Herriot. Voilà une autre vue de la Charité, je n'insiste pas, mais le- c'est les recteurs de la Charité qui se sont retrouvés propriétaires du perron et dans de très bonnes conditions, parce que n'ayant pas les moyens d'acheter le perron, c'est l'un d'entre eux qui l'a acheté, qui s'appelait Jean-Pierre Giraud, qui donnera également son nom à l'un des pavillons du site. C'était un directeur de la Charité qui l'a acheté, mais en viager. C'est-à-dire qu'il a payé l'achat, mais on lui a dit, voilà, il demandait chaque année une pension importante et surtout la jouissance du site. Et en fait, ce monsieur va décéder au bout d'un an. Donc, les recteurs de la Charité vont se retrouver à la tête de ce domaine dans de très bonnes conditions. Et c'est un domaine qui était très intéressant sur le plan agricole. Alors, je prends un exemple qui est la vigne. Il y avait des vignes en dessous du perron et qui produisait, vous voyez, en 1780, 172 années. Une année, c'est ce que peut porter un âne, c'est-à-dire à peu près 90 kilos. Donc ça faisait à peu près, vous voyez, 16 000 litres par an qui étaient produits au Perron. Alors le directeur de la Charité en prenait 10% pour eux, et puis le reste était vendu. Donc ça rapportait de l'argent à la Charité. Alors la Révolution va passer sur le site sans trop de, sans trop de difficultés, mais je vais quand même vous lire un petit. Alors, le pouvoir a été pris. Alors, le site appartenait toujours au recteur de la Charité, mais qui était en fait en tout cas, de grands bourgeois lyonnais. Tandis que la commune de Saint-Genis-Laval, elle a été prise en charge, elle s'est appelée Saint-Genis le Patriote. Et le responsable de cette commune, il a écrit une lettre au citoyen Rontier, administrateur de la maison de secours et des orphelins, c'est-à-dire qu'on a tiré un trait sur l'appellation de la maison de l'aumône et de la charité. Il lui écrit: l'administration te fait part, citoyen, de son arrêté de ce jour concernant la réclamation des grangers du domaine du Perron. La dédite de 3 ans en 3 ans jusqu'à expiration du bail aura sa pleine et entière exécution. Salut, fraternité, vive la République. Donc un ton assez sec vis-à-vis de la bourgeoisie lyonnaise. Voilà. Alors l'étape suivante, c'est l'Empire. L'Empire met en place ses structures administratives et surtout, il rassemble la charité et l'Hôtel-Dieu, qui deviennent un seul établissement que l'on appelle les Hospices civils de Lyon, qui ont été créés en 1802, qui se retrouvent donc à la tête de ce domaine. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de gérer ça, donc il fallait l'affermer, et c'est finalement ce qui a été fait. Et là aussi, je ne résiste pas de plaisir de vous lire l'édition 1821 du manuel à l'usage de messieurs les administrateurs des hôpitaux. Tous les ans, au mois de juin, un mercredi matin, aura lieu la visite du domaine du Perron. À son retour, au retour, aura lieu le bureau et à l'issue, le conseil dînera en réunion, l'administration de la charité ayant soin de faire préparer le déjeuner. Donc vous voyez, tout était prévu, mais enfin, ayant été moi-même administrateur des hospices quelques années plus tard, je peux vous affirmer que ça avait disparu. Voilà, alors à partir de là, le château lui-même était vide, mais il excitait quand même encore beaucoup de gens qui ont fait des tas de propositions dont je n'insiste pas, mais les plus riches, c'était les religieux. La restauration était passée par là, et les religieux d'Oulin ont demandé que ça puisse être un collège. Et ça a été pendant quelques années un collège. Mais en fait, assez rapidement, il y avait des problèmes, j'imagine, de sécurité. Ils sont allés s'installer un peu plus loin, au collège d'Aulin, qui est devenu Saint-Thomas d'Aquin. Ça s'est appelé d'ailleurs d'emblée Saint-Thomas d'Aquin, ça s'appelle toujours Saint-Thomas d'Aquin, qui est le collège qui est à 800 mètres au-dessus du domaine du Perron.
Donc le château du Perron, il était vide et il va connaître sur le plan socio-médical trois périodes. Une première période de 1840 à 1920 d'asile, d'asile pour déshérités. Ensuite, une deuxième période de 1920 à 1960 de sanatorium pour des tuberculeux. Et puis depuis 1960, d'hôpital général universitaire. Alors en 1841, le préfet du Rhône, euh, le préfet du Rhône écrit aux hospices civils en disant il faudrait créer un asile pour les indigents atteints d'infirmités ou de maladies incurables, car ils occupent à l'Hôtel-Dieu des lits qui ne leur sont pas réservés. La problématique des soins de suite, vous voyez, ne date pas d'hier. Et finalement, ils se sont dit qu'en les mettant au perron, l'air il serait meilleur et puis ça éloignerait un petit peu les indigents du centre de la ville. Alors, tous ne partageaient pas à l'époque cette ambition sociale, comme vous l'imaginez, et on trouve dans le Courrier de Lyon un article qui s'élève contre cette œuvre qui doit à perpétuité grever le budget des hospices et qui risque de creuser la plaie du paupérisme qui nous ronge, de décerner une prime à l'oisiveté, à l'imprévoyance et au relâchement des liens de famille. On pourra encore lire ça dans quelques journaux à l'heure actuelle. On n'a rien inventé, mais c'est amusant de relire ça. Voilà, malgré tout, l'hospice ouvre ses portes avec 100 lits qui sont immédiatement occupés, 40 hommes, 60 femmes, et qui étaient tenus essentiellement par des religieuses. Mais tout de même, le conseil d'administration a fait graver le texte, tout sera combiné pour faire le plus de bien possible, mais avec le moins de dépenses possible. Donc, vous voyez, on avait déjà une logorrhée politique qui était, qui était assez forte. Et le premier directeur, d'ailleurs, c'était un monsieur qui s'appelait Monsieur Ferrez, qui était un directeur et qui a donné aussi son nom à l'un des pavillons du site, pavillon Ferrez, qui était médecin et qui était administrateur, mais qui était en plus maire d'Oulin. Donc en fait, il passait pas souvent à l'hôpital, et ses collègues se moquaient de lui en disant Monsieur Ferrez, qui a laissé d'excellents souvenirs, n'était pas médecin. Il était docteur en médecine, ce qui est bien différent. Chacun me comprendra. Donc il ne devait pas aller souvent à l'hôpital. Voilà, donc on voit avec amusement tout ce qui a été acheté, un cheval, une voiture. Et personnellement, quand j'ai été externe à Lyon Sud, il y a déjà quelques années en arrière, dans les années 70, il y avait encore un cheval et une voiture qui tous les matins ramassaient les poubelles des différents services. Alors ce n'était plus le même cheval, mais tu te souviens de ce vieux cheval qu'on voyait tous les matins. Voilà, donc une vingtaine de sœurs hospitalières sont ainsi qu'un aumônier. Alors là, le conseil réfléchit à ça et écrit, je cite, il faut l'écrire, hein, il nous faudrait un homme jeune, ayant encore cette fraîcheur de sentiment qui, sans réflexion, ou même avec réflexion, entraîne à la bienveillance générale et consolera, instruira et rendra heureux les incurables. Voilà, donc tu allais trouver le personnage correspondant. Il fallait l'écrire quand même. On n'a pas attendu les énarques pour faire les beaux discours. Voilà. Cependant, il y avait un seul médecin qui n'allait pas souvent, il y avait quand même 100 personnes, et Pétrequin, qui était un chirurgien célèbre de l'Hôtel-Dieu, en 1845 se plaint à nouveau qu'on ne réserve pas des lits pour les convalescents de chirurgie, car un certain nombre de malades arrivés à la convalescence ne peuvent accéder à la guérison faute de conditions hygiéniques convenables. Il ajoute un important problème d'hygiène publique préoccupe actuellement les philanthropes, dit-il. Je veux parler de l'établissement des hôpitaux de convalescence. Et je vois que presque 2 siècles après, le problème n'est pas vraiment résolu, malheureusement. Voilà. Alors la population de cet hospice, ça c'était le grand affectoire, la population de cet hospice, j'ai pris un gibeux, j'avais pris ça pour mon ami Rémi Colère, malheureusement il n'est pas là, mais il appréciera. C'était essentiellement ce que l'on appelait des incurables. Ils sont décrits de façon très minutieuse dans le compte-rendu des conseils d'administration, c'est incroyable. Alors les incurables, il y avait une liste précise. Pour ceux qui sont médecins, vous apprécierez la paralysie ancienne, le tremblement continuel de tout le corps, l'incontinence urinaire ou fécale, les anévrismes internes, les cancers, les vieux ulcères, les hernies grosses, la cécité, la déformité des pieds ou des mains, l'hydropisie invétérée, l'asthme violent. Donc voilà, il fallait rentrer dans une de ces catégories. Vous pouviez à ce moment-là vous mettre sur la liste d'attente pour rentrer à l'hospice. Mais par ailleurs, il y avait une deuxième population, ça c'est un peu extraordinaire,
c'était les aliénés travailleurs. Les aliénés, ils venaient de l'Antiquaille. À l'époque, c'était l'Antiquaille qui était l'hospice d'aliénés, enfin l'hôpital d'aliénés de Lyon, parce que l'ouverture de l'hôpital départemental du Minatier ne s'est faite qu'en 1876. Donc jusqu'à cette époque, les aliénés, ils allaient à l'Antiquaille. Mais ils n'étaient pas tous forcément très dangereux, donc ils étaient sélectionnés par le médecin des aliénés et ils allaient passer la semaine au Perron pour faire les travaux agricoles. On pensait que ça leur ferait beaucoup de bien. Et là aussi, je vous lis. Alors, ces aliénés, c'était les moins graves. C'était les moins graves, dont les causes, toujours selon les rapports de l'époque, étaient amour et jalousie, chagrin domestique, ambition et orgueil. Donc, vous voyez que là, on comprend que la liste d'attente était longue, là aussi. Mais ils seront jusqu'à une centaine en 1870, donc une centaine d'aliénés qui venaient faire des travaux agricoles sur le site du Perron. Et l'on trouve sous la plume du reporter de 1865 cette phrase admirable: il est à peine besoin de répéter que le bien-être des aliénés par suite des travaux agricoles nous touche beaucoup plus que le produit de leur travail. C'est extraordinaire d'écrire ça. Alors tous ces braves gens, ils étaient en uniforme, hein, les hommes avec un vêtement gris, anthracite, et les femmes avec une espèce de robe qui ressemblait beaucoup aux robes de religieuses, avec un emploi du temps assez rigoureux. L'été, ils se levaient à 5 heures, l'hiver, 5h30, et les sœurs et employés, 4h30 en toute saison. Bon, ils se levaient plus tôt autrefois, comme vous savez. En fait, seuls les internes se plaignent, c'est bien connu, c'est toujours les internes qui se plaignent. En 1850, le directeur de l'hôpital écrit: le poste du Perron est considéré comme un exil, comme un séjour peu favorable pour les études et encore moins pour le plaisir. Et ce poste dédaigné n'est jamais dévolu qu'au dernier du tableau, c'est-à-dire aux plus novices et aux plus inexpérimentés. Bon, vous voyez que le problème de la 4e année d'internat de médecine générale, il existait déjà à l'époque. Il y avait des gens qui se plaignaient. Voilà. Donc, alors, un autre élément, un autre détail qui m'a beaucoup amusé, comme d'habitude, ce qui manquait, c'est l'argent. Donc, il fallait trouver de l'argent. Et je ne manque pas au plaisir de vous présenter une des ressources qu'avaient trouvées les hospices civils pour gagner un petit peu d'argent. Quand de riches bourgeois lyonnais enterraient quelqu'un de leur famille, ils avaient le droit de solliciter auprès des hospices un certain nombre de gens des hospices qui allaient suivre le convoi funèbre, de façon à faire une masse et présenter quelque chose de convenable. Ça s'appelait l'assistance des vieillards aux enterrements. Alors, dans le compte-rendu du conseil d'administration, il y a toute des pages là-dessus assez précises. Une délibération précise même qu'en raison de la fatigue entraînée par la montée au cimetière de Loyasse, qui, comme vous savez, est sur la colline, les vieillards pourront s'arrêter au bas de la montée du chemin neuf. Donc, tout était prévu. Voilà, carte 70, vous voyez sur cette gravure un entretien de l'empereur Napoléon III et de l'empereur Guillaume Ier, après la reddition de Sedan. Mais la guerre a affecté un petit peu le Perron dans la mesure où il était dans le périmètre de sécurité de la ville de Lyon. Donc, comme on pensait que les Prussiens pourraient arriver jusqu'à Lyon et qu'il fallait pouvoir défendre Lyon, on a coupé les arbres du site et on a fait on a construit des défenses, des meurtrières, et on a fait un plan d'évacuation du personnel et des malades. Bon, heureusement, la guerre n'est pas arrivée jusqu'à Lyon et on n'a pas eu besoin de se servir de tout ça. Passé la guerre, l'hôpital va s'étendre de façon spectaculaire entre 72 et 1920. Vont être construits successivement le pavillon central que vous voyez sur cette image, qui est la plus habituelle, enfin des anciennes images du perron. De chaque côté, il y avait 2 ailes latérales qu'on devine ici et là. Et puis successivement vont être construits en 94 le pavillon Serve pour les épileptiques, le pavillon Ferrez pour les vieillards, en 96 pavillon de l'internat, en 99 pavillon Giraud, à nouveau pour les épileptiques, qui, vous voyez, manifestement créé un vrai problème dans la population, à une époque où on n'avait pas de traitement pour l'épilepsie. En 1903, pavillon Chambéron pour enfants anormaux. En 1911, nouvelle cuisine, également construction de la nouvelle chapelle. Et pour être complet, en 1910, le nouveau dépôt mortuaire que tu as connu, qui était en haut vers la faculté de médecine, de la future faculté de médecine. Alors ce programme de construction a été très critiqué à l'époque, en particulier par un dénommé Bellièvre,
qui n'était autre que le pseudonyme de Victor Augagneur. Victor Augagneur qui va devenir maire de Lyon et qui va continuer les constructions de la même façon. Mais enfin, avant d'être maire de Lyon, il avait quand même écrit: il faut, écrit-il dans le Lyon républicain, que l'administration des hospices renonce à ses vieilles habitudes et qu'elle résiste à son désir immodéré de construire. Alors ça prend un peu d'écho pour nous qui avons vécu la période suivante. Elle pourrait, en sacrifiant son goût pour les dômes altiers, secourir de plus nombreuses misères. Bien sûr, son rôle serait moins apparent aux yeux des étrangers, mais une bienfaisance plus modeste serait plus utile. Donc, il y avait déjà des critiques sévères. Alors ça, c'était les bâtiments. Euh, dans ces bâtiments étendus, les pensionnaires vont augmenter, ils vont passer de 100 à 900. 900 pensionnaires. Donc, ça va devenir très important. Euh, et je ne veux pas reprendre toute la liste de ceux qui étaient là-dedans, des épileptiques, des enfants anormaux, des femmes cancéreuses, des vieillards cadiques, pour lesquels il n'y avait pas vraiment de traitement véritable. Et d'ailleurs, il n'y avait que deux médecins qui étaient censés voir tous les malades tous les jours. Il y avait quand même 900 personnes, donc vous voyez que ils n'étaient pas forcément tous malades, hein. Il y avait des gens, ils étaient tous en perte d'autonomie, mais pas forcément malades au sens strict. Les internes avaient passé de 2 à 4, mais pendant la guerre de 14, par exemple, il n'y avait plus d'internes. Donc, c'est des périodes qui ont été sûrement très difficiles. Il y a quand même des gens qui sont, en particulier le professeur Tessier, qui est quelqu'un d'assez connu à Lyon, qui va avoir beaucoup de gloire au début du XXe siècle, euh, mais qui a commencé sa carrière au Perron. Il a passé 5 ans, et à plusieurs reprises, il a demandé qu'on renforce le personnel médical, sans succès. Sans succès, manifestement, les gens ne souhaitaient pas trop aller là-bas. Par contre, on a beaucoup renforcé le personnel infirmier, qui était essentiellement des religieuses. La quasi-totalité étaient des religieuses. Par contre, il y a une règle qui a été mise en place à cette époque et qui a duré jusqu'à la guerre de 40, c'est que les jeunes médecins des hôpitaux, nouvellement nommés, devaient aller passer 6 mois à 1 an au Perron pour s'occuper d'un service, avant de pouvoir revenir à Lyon. Et cette règle précisait qu'il fallait quand même qu'ils y aillent vraiment sur place, parce que manifestement, ce n'était pas le cas pour tout le monde. Donc, c'était une période difficile. Alors, quelques anecdotes durant cette période. Les pensionnaires se plaignaient que le vin ne soit pas assez abondant. Ils n'avaient droit qu'à 15 centilitres par jour. Et encore, ils prétendaient que ce vin était coupé avec de l'eau, donc ils n'étaient pas satisfaits. Et une pensionnaire a pris sa plume et a écrit en vers à l'administration. Je ne vais pas vous lire tout ce qu'elle a écrit, mais ça prouve que tous les gens n'étaient pas aussi caducs que ça. Messieurs, je viens à vous, modeste ambassadrice, on désire obtenir de votre humanité un léger changement dans notre humble ordinaire qui ne grèverait pas le budget prolétaire. Accordez-nous, messieurs, comme faveur insigne, de goûter sobrement un doigt de jus de vigne. Donc voilà, ils écrivaient ça. Oui, c'est joli, oui, oui. Mais il y en a une page, hein, si on a que ça intéresse, je vous enverrai la suite. Voilà, il se plaignait également de l'insuffisance des autorisations de sortie. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient sortir qu'un jour par semaine pendant 2 heures. Donc ça ne leur laissait pas le temps d'aller à Lyon. Donc ils se sont beaucoup plaints de ça. Les médecins les ont soutenus. Ils ont obtenu une autorisation de sortie, mais ils n'avaient pas le droit. La sortie des hommes et la sortie des femmes ne devaient pas être le même jour. Euh, 2, 3 points de détail. En 1911, apparition du gaz et de l'électricité dans les services. À la même époque, l'hospice proteste contre l'installation à Saint-Fond d'une usine insalubre, traitement chimique des chiffons qui dégagent des odeurs pestilentielles. Donc, vous voyez que la lutte contre la pollution ne date pas d'hier. Et un autre petit détail amusant, en 1918, des prisonniers de guerre allemands ont été chargés de travaux agricoles dans le site pendant quelques années. Et un courrier du gouverneur militaire de Lyon précise qu'en aucun cas, ils ne devaient recevoir plus de pain que les ouvriers français. Donc, bien, le gouverneur, il a un peu de temps à perdre, j'imagine. Alors, une période vraiment médicale, alors ça, les pensionnaires ne sont pas contents, hop, s'ouvre après la guerre de 14, en 1921, en raison du fléau de la tuberculose. La tuberculose, c'était quelque chose d'absolument abominable à l'époque, et bien que ces chiffres soient discutés, probablement il y avait à peu près chaque année 100 000 décès de tuberculose en France. Donc c'était un chiffre considérable. C'est un chiffre considérable
qui était minimisée d'une part par les autorités et d'autre part par les familles. Parce que quand il y avait une tuberculose dans une famille, la famille était stigmatisée. Elle ne pouvait plus marier ses enfants, les gens se renseignaient, ah oui, la famille machin, il y a de la tuberculose. Donc, on, on parlait de bronchite. Voilà, donc à ce moment-là, on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait des hôpitaux spécialisés pour la tuberculose, et ça a été l'évolution du site euh, du Perron, qui petit à petit, entre 1920 et 1940, a abandonné tous les autres secteurs, en particulier les vieillards, qui ont été mis aux Charpennes, ouverture des Charpennes vers 1933, et à ce moment-là, les vieillards qui étaient à Lyon-Sud, ils ont passé aux Charpennes, et juste avant la guerre, il y avait 800 tuberculeux au Perron. Ça vous dit quelque chose, mais c'était une masse de bacilles de Koch qui était déjà étonnante. À ce moment-là, il y a eu un renforcement un peu des médecins, et en particulier un qui est un petit peu passé dans l'histoire, qui est Paul Courmont, le frère de Jules, qui était phtisiologue et qui a été le premier titulaire de la chaire de prophylaxie de la tuberculose, et qui lui est resté toute sa carrière là, et qui a été suivi ultérieurement par Jacques Brun, qui a eu là-bas un service important. Voilà, et dans les autres, il est resté quand même quelques pensionnaires qui n'étaient pas tuberculeux, et c'était toujours des chefs de jeunes médecins d'hôpitaux qui allaient s'en occuper. Moi, au début de ma propre carrière, euh, au tournant des années 70-80, j'ai soigné un collègue qui a été un médecin des hôpitaux très connu d'après-guerre, et qui m'a dit que quand il a été nommé en 1940, il a été envoyé à Oulin, au Perron, et qu'il avait un service qui s'appelait Service des débiles et incurables. Donc vous voyez qu'en 80 ans, quand même, on a fait des progrès. Bon, sur le vocabulaire, mais aussi sur la réalité, quoi, parce qu'un service qui s'appelait Service de débiles et incurables, c'était pas. Voilà. Alors, ensuite, après la guerre, naissance de l'hôpital Jules Courmont, donc on quitte le sanatorium pour l'hôpital Jules Courmont, mais en fait, il était réservé aux tuberculeux, aux hommes, parce que les femmes, elles étaient à Saint-Eugénie. Donc, c'était à ce moment-là séparé. Mais c'est un hôpital qui, bien que ce soit extrêmement dangereux, en 1945, il est rentré 1000 il est rentré 1200 tuberculeux et il en est mort 400. Donc, ça vous donne une idée de la mortalité qu'il pouvait y avoir parmi ces malades. Mais en 1946, les gens sont un peu plus précipités parce que c'était la seule façon d'obtenir de la streptomycine. Streptomycine qui a été le premier antibiotique, premier traitement vraiment efficace sur la tuberculose. Mais sa mise à disposition a sûrement été très lente. En plus, c'était un produit qui était potentiellement dangereux pour les reins, pour les oreilles. Enfin, c'était un médicament qui était de maniement difficile, donc qui était réservé à l'hôpital et qui était réservé à Jules Courmont. Donc, il y avait une file d'attente de plusieurs mois pour aller se faire soigner à Jules Courmont. Alors ensuite, dans ce cadre-là, quelques éléments. Euh, un service de chirurgie est ouvert en 1946, qui avait été confié à Marcel Bérard, malheureusement qui s'est tué en voiture et qui a été suivi ensuite par Pierre Michaud, puis Michel Latarjet, qui a fait sa carrière, là-bas. Et puis en 1956, l'ouverture d'un nouveau pavillon, voilà, qui est le pavillon qu'on a appelé Marcel Bérard. C'est ce pavillon, là vous voyez l'aile à côté du pavillon central, et là, pavillon Marcel Bérard, qui est un pavillon très moderne. Et à ce moment-là, on a séparé, il y avait des tuberculeux curables qu'on a séparés des incurables. Les incurables, on les laissait au Perron, dans le vieux bâtiment du Perron, tandis que les curables, ils étaient à Marcel Bérard. Dans le vieux bâtiment du Perron, il y avait 2 étages. Il y avait les incurables contagieux et les incurables pas contagieux. Donc les pas contagieux. En 59-60. Ouais, ouais. Ouais. Et puis, à la fin des années 50 et surtout au début des années 60, l'apparition d'autres antibiotiques, le PAS, la rifampicine, l'isoniazide, ont permis une lente diminution de l'épidémie de tuberculose. Alors en 1962, euh, on ne parle plus de sanatorium, on parle d'un hôpital polyvalent et on ouvre un service de médecine à vocation gastro-entérologique qui est confié à François Tolot, peut-être un certain nombre d'entre vous ont connu, un service de médecine générale dont s'occupait Charles Chassagnon, un service de médecine interne
dont s'est occupé Roger Levrat, un service d'urgence et de soins intensifs dont s'est occupé Gérard Fournier, et puis surtout, on a construit en 77 un bâtiment chirurgical très complet, avec un service de chirurgie digestive dont s'est occupé Georges Braillon, un service d'orthopédie dont s'est occupé Henri Dejour, qui venait d'Édouard Herriot, et puis il y avait un service d'ophtalmo, un service d'ORL, enfin de stomato, c'est devenu un hôpital très complet. De plus, en 1969 a été créée une faculté de médecine sur le site, qui s'appelait au départ faculté de médecine Sud-Ouest, puis qui deviendra Lyon-Sud, et qui était promise un bel avenir, puisque vous voyez l'état actuel de la faculté, qui est donc ça a renforcé la dimension universitaire du site, ça a amené des laboratoires de biologie, des laboratoires de recherche, et les hôpitaux Saint-Eugène et Jules Cormont ont été regroupés pour s'appeler l'hôpital Lyon-Sud en 79. Et puis plus en 2003, les hospices civils ont réorganisé l'ensemble de leurs structures en fermant certains hôpitaux anciens, comme l'Anticaille par exemple, l'hôpital de Brousse, pour organiser une structure tripolaire. Et à Lyon-Sud, il y a eu énormément de constructions. Un premier bâtiment d'urgence, imagerie pédiatrie obstétrique, que vous voyez ici, à l'entrée de l'hôpital. Et puis construit également, sur cette vue aérienne, on voit mieux d'un pavillon d'urologie, là en blanc, ce bâtiment, à côté du pavillon chirurgical. Construction d'un nouveau bâtiment médical très moderne, qui a ouvert en 2009, d'un bâtiment de biologie également, très important, qui a regroupé tous les laboratoires de biologie du site. Et puis ici, vous ne le voyez pas, sur la droite, un bâtiment d'hématologie qui a regroupé toutes les pathologies cancérologiques, c'est-à-dire leucémie d'une part et lymphome d'autre part, du site des hospices civils de Lyon. Donc l'ancien hospice que je vous ai présenté est devenu un des fleurons des hospices civils de Lyon actuels. Château du Perron lui-même, il vient d'être rénové dans un cadre privé pour devenir une résidence universitaire, mais enfin privée. Et vous voyez, ça a été très bien réaménagé. Vous apercevez là la décoration que j'ai présentée tout à l'heure. Alors, je ne vous engage pas à les visiter tout de suite, parce que pour l'instant, il y a l'installation du métro qui devrait ouvrir l'année prochaine, et il y a des travaux pharaoniques de voirie. Donc, l'accès à Lyon-Sud est vraiment très difficile actuellement, mais quand le métro sera ouvert, en principe dans l'année qui vient, à ce moment-là, vous pourrez aller voir de près les rénovations qui ont été faites. Voilà, je vous remercie. Bon, j'espère que je n'ai pas trop dépassé sur mon temps.